Bon, d'abord, comme je l'ai rappelé, la transaction a fait l'objet de rumeurs. Et ensuite, elle a été annoncée seulement en mai. Les rumeurs ont commencé rapidement au cours de l'année, précisément le 29 janvier 2021. Et les actionnaires des deux groupes, notamment l'actionnaire de M6, RTL Group, a dû progressivement réagir aux différentes rumeurs. D'accord? Donc, il y a trois parties ici qu'on va voir dans ce calendrier. Il y a RTL Group et M6, il y a TF1 et Bouygues aussi, puisque Bouygues est l'actionnaire principal de TF1, et il y a la presse. Première rumeur, le 29 janvier 2021, communique, enfin, beaucoup de rumeurs déjà au début de l'année, et RTL Groupe publie un communiqué de presse pour prendre acte des différentes spéculations sur la vente. Donc, au lieu d'ignorer ces rumeurs, au lieu même de les démentir, il prend acte. Donc là, ça veut quand même, si on lit un peu entre les lignes, ça veut dire, OK les gars, on a bien vu les rumeurs sur une potentielle cession de M6 et effectivement, on confirme que des options sont à l'étude. D'accord? On peut même, dans le communiqué de presse, voir qu'il y a un argument pour dire, OK, la consolidation sur le marché, elle serait intéressante. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a potentiellement il y a une transaction potentielle. Ensuite, les Échos publient le 11 mars un article et donnent plus d'informations. Là, les Échos nous disent okay, un process de cession a déjà été engagé et c'est la banque JP Morgan qui est en charge de conseiller, RTL Group sur la cession de sa participation dans M6. Les Échos nous indiquent aussi que 6 acheteurs potentiels ont déjà déposé les non-binding offers. Ça veut dire qu'on est presque déjà en phase 2. La phase 1 et la phase de contact a déjà été achevée. On a 6 offres. TF1, Media One, qui est le SPAC, l'ancien SPAC créé par Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton. On a Mediaset, groupe de médias italien très connu. On a Altis, le groupe de Patrick Drahi, présent dans les médias aussi. On a Vivendi, groupe de Vincent Bolloré, présent effectivement dans les médias, propriétaire de différentes chaînes, Canal+, CNews, etc. Et on a Vesa Equity Investment, qui est la holding de Daniel Kretinsky, qui a déjà investi en France dans les médias, notamment dans Le Monde. Okay, 12 mars, le lendemain, RTL Group publie ses résultats financiers de l'année 2020 et il reconnaît, encore une fois, que des options sont à l'étude pour justement la vente de cette participation. Donc, vous avez vu en fait, cette communication a posteriori du groupe face aux rumeurs ou face aux informations de la presse. 16 mars, quelques jours plus tard, nouvel article de presse. Là, on apprend que TF1 aurait déposé l'offre la plus engageante et la mieux disante. D'accord ? On attend un petit peu, il ne se passe plus grand-chose. Et le 17 mai, communiqué de presse commun de TF1 et M6, les deux groupes entrent en négociation exclusive. C'est le signing. Donc là, vous avez effectivement une vue d'ensemble des rumeurs et des réactions officielles de RTL Group face à cette opération. Alors, quelles sont les étapes de la transaction? En France, on a une réglementation assez stricte sur les médias. Et donc, plusieurs étapes vont être nécessaires. Alors, quelle est cette réglementation? Pour bien comprendre pourquoi l'opération est complexe. En fait, la loi française empêche un actionnaire de détenir plus de 49% d'un groupe de télévision nationale. C'est bien sûr le cas de TF1 et c'est aussi le cas de M6. Alors, de quoi se compose le dispositif anti-concentration des médias en France? On a deux autorités ici qui vont contrôler l'opération. D'une part, l'autorité de la concurrence, d'autre part, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La loi du 30 septembre 86 en France, elle impose évidemment le principe de liberté de communication. Ça veut dire que n'importe quelle entreprise peut bien sûr créer un média et communiquer. D'accord? Le problème, c'est que si une entreprise contrôle 100% des médias en France, alors certes, c'est ma liberté, mais dans ce cas-là, on a une forte contrainte sur le principe de la pluralité des opinions. Et du coup, ce principe de liberté est limité. Il faut respecter le caractère pluraliste des opinions. Alors, comment on fait? On a d'abord évidemment les règles de droit commun mises en œuvre par l'autorité de la concurrence, comme dans n'importe quel marché en fait.
vous avez un marché, l'autorité de la concurrence doit surveiller qu'un acteur ne détienne pas une part de marché trop importante de nature à entraver le libre jeu concurrentiel. D'accord? Ça existe sur tous les marchés. Mais en plus, pour les médias, parce que c'est quand même un secteur assez stratégique, eh bien, on a des prérogatives qui vont être attribuées à un organisme qu'on appelle le CSA. Le CSA qui va contrôler, en plus de l'autorité de la concurrence, ce secteur. Et on a des seuils de concentration spécifiques, notamment ce seuil-là dont je vous ai parlé, je le répète, c'est très important pour comprendre la transaction. Une même personne physique ou morale ne peut détenir directement ou indirectement plus de 49% du capital ou des droits de vote d'une chaîne nationale de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle dépasse 8% de l'audience totale des services de télévision. C'est le cas de M6, c'est le cas de TF1. D'accord? Donc là, on a un vrai sujet. Et cette réglementation, effectivement, impose une structure en plusieurs étapes pour TF1 et M6. Alors, voici la situation ex ante. On a d'un côté M6, détenu par son actionnaire principal, RTL Group, lui-même détenu par le groupe allemand Bertelsmann, d'accord. On a CNP qui a une participation minoritaire, les employés, et le reste, c'est le flottant. Pour TF1, on a Bouygues, l'actionnaire principal qui détient 43,7%. Pareil, un petit peu les employés et le flottant. Alors, bien sûr, ce que je dis après ici se confirme. Vous avez bien vu que les deux groupes ici détiennent moins que de 49%. 48,4, 43,7. D'accord? Donc, c'est ici respecté. Juste, petite précision, le flottant. Hein. On considère comme flottant l'ensemble des actions qui ont vocation à être échangées sur le marché boursier de manière assez libre, de manière assez volatile. Donc, il n'y a pas d'actionnaire de long terme de référence sur ce flottant. C'est ce qu'on appelle le flottant. Okay. Alors, il y a 5 étapes et c'est ce qu'on va voir après. Donc, première étape, on va séparer M6 en 2 groupes, M6 Service et M6 Édition, en 2 entités. Je vais revenir dans le détail après, hein, dans chacune des étapes. Ensuite, il y a une distribution par M6 à ses actionnaires de l'ensemble des titres M6 Service, nouvelle entité, après un spin-off ou un carve-out de M6 Service. Fusion de M6 Service, cette nouvelle entité, dans TF1, sur la base d'une parité d'échange de 2,10 actions TF1 pour chaque action M6. Même, je devrais dire, pour chaque action M6 Service à ce stade. Quatrièmement, apport de la participation dans M6 Édition détenue par RTL, 48,3%, à la nouvelle entité fusionnée TF1 M6. Et enfin, acquisition par Bouygues de 11% de l'entité fusionnée auprès du RTL Group qui va être vendeur pour un montant de 141 millions d'euros. Ça paraît complexe comme ça, mais mon objectif dans ces 10 prochaines minutes est que vous compreniez tous bien comment se sont articulées ces différentes étapes et comment on arrive à la structure finale du nouveau groupe. Première étape. On va séparer en 2 entités le groupe M6. Première entité, M6 Service, qui rassemble l'ensemble des activités du groupe M6, excepté la liberté d'émettre, de produire des contenus. Cet actif-là va être inclus dans M6 Édition. D'accord? Donc, il y a 2 groupes, il y a une filialisation ou un carve-out. Vous avez effectivement cette structure ici, où on a toujours les mêmes actionnaires qui détiennent 100% de M6 Édition et on a filialisé M6 Service. Donc, avant, il n'y avait qu'un groupe. Maintenant, il y a M6 Édition qui détient 100% de M6 Service. D'accord? N'hésitez pas à poser vos questions ou à lever la main si je vais trop vite ou si je ne suis pas clair sur l'une des étapes. OK? Deuxième étape. Distribution par M6 à ses actionnaires de l'ensemble des titres M6 Service. Donc là, vous avez effectivement M6 Édition qui est toujours détenu par les mêmes actionnaires de M6. Mais ici, on a distribué, avant M6 Édition détenait 100% de M6 Service. Maintenant, on a distribué l'ensemble des titres M6 Service au prorata à chacun des actionnaires de M6. D'accord? Donc là, vous avez 2 entreprises séparées détenues par les mêmes actionnaires. OK. Étape numéro 3. Fusion de M6 Service dans TF1 sur la base d'une parité d'échange de 2,10 actions TF1 pour chaque action M6. OK.
Donc là, pour le coup, vous avez effectivement plus M6 Service, parce que M6 Service n'existe plus. M6 Service a été fusionné, apporté dans TF1. M6 Édition existe toujours, c'est une entité séparée. Bien sûr, vous voyez ici que maintenant, les actionnaires de M6 Service détiennent une partie du capital de TF1, puisque l'opération est financée en titres. On va revenir un peu après sur ça. Ça veut dire quoi concrètement ici, à ce stade? C'est que moi, TF1, je vais émettre de nouvelles actions pour racheter le M6 Service. D'accord? Et selon la parité en fait, entre les deux valeurs, ben, je vais émettre plus ou moins d'actions. Ici, c'est 2,10. D'accord? Quatrième étape, RTL Group va apporter sa participation de 48,3% dans M6 Édition à l'entité fusionnée. Donc là, on n'a plus de séparation entre les deux. On a ici M6 Édition. Et vous voyez, on a bien sûr le reste qui reste. Les autres actionnaires restent actionnaires, mais RTL Group, maintenant, hop, il a apporté sa participation à ce groupe, à TF1 M6. Il n'est plus actionnaire direct de M6 Édition. OK. Étape numéro 5, acquisition par Bouygues de 11% de l'entité fusionnée auprès du RTL Group. D'accord? Donc, sur l'étape d'avant, on a Bouygues qui détient 19,4% de TF1 M6 et RTL Group 27%. Bah là, on a 11%. Bouygues va juste racheter 11% à RTL Group. Et à la fin, on a Bouygues à 30% et RTL Group à seulement 16%. Donc, l'actionnaire principal du nouveau groupe devient Bouygues et plus RTL Group. D'accord? Donc ça, c'est la structure finale de l'opération. J'espère que j'ai été clair. On a découpé en 5 étapes pour être le plus clair possible dans ces structures. Mais voilà ce qui s'est passé concrètement, ou voici ce qui est programmé pour cette opération. D'accord? Et vous avez bien ici, aucun actionnaire ne détient plus de 49% d'un des deux groupes de médias.